Les mains dans la pop. Ok, Les mains dans la pop. c'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour et bienvenue dans Les mains dans la pop. Au micro, c'est Mao Drama et en face de moi, il y a l'incroyable Audrey et moi, on va parler actu, tendance, décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret. On n'est pas à une contradiction près. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux parce qu'on scrolle pour vous. Chers amours, bonjour, re-bienvenue. On espère que notre épisode de la semaine dernière, qui était consacré à Lana Del Rey, vous a plu. On a eu la chance d'avoir le regard de Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrocks. Alors si vous l'avez manqué, rattrapez-le sur toutes les plateformes de streaming. Cette semaine, pêle-mêle, je vous fais une petite préliminaire. On va parler d'énormément de choses, de l'arrestation de Donald Trump, de Pécresse qui reste de droite. Notre sujet du jour, ce sera l'intelligence artificielle. Ses espoirs, ses déboires, elle aussi, c'est la star du moment, pour le meilleur et aussi beaucoup pour le pire. Et enfin, dans ma rôtisserie cette semaine, j'aurai la chance de parler de Bec BD qui reste mascu en velours côtelé, alors pourquoi pas. Et aussi la reco culturelle d'Audrey. On parlera de l'artiste et harpiste Sophie qui lance sa campagne de crowdfunding. En parlant d'Audrey, sachez qu'elle est en face de moi, qu'elle est vaillante et souffreteuse à la fois. Elle a bravé un truc médical. Attends, qu'est-ce que t'as bravé? Le cancer, la folie, la joie? Parle-nous de ce qui t'arrive. Rien de très spécial, c'est juste un gros rhume, voilà. Oui, mais elle est au travail. Désolée par avance pour la SMR rhinopharyngite. Moi, j'ai hâte de cette ASMR et on va pouvoir le mettre en pratique tout de suite avec le ou la gagnante ou le ou la perdante de la semaine. Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Le winner, la winneuse. Bon bref, vous m'avez compris et comprise. On va parler de ceux et celles qui ont fait l'actu ces dernières heures, ces derniers jours. On a besoin de débriefs de beaucoup trop de choses. Carrément, je te propose de commencer. J'ai besoin Oui. que tu me remontes le moral. Oui. Donc, s'il te plaît, une bonne nouvelle. Écoute, je vais le faire, je vais saluer le courage du chanteur Bilal Hassani qui était en concert ce mercredi 5 avril 2023 à Metz. A priori, très bonne nouvelle, super. Dans une ancienne église qui s'appelle Saint-Pierre au Nonain. Moi, je me dis you go baby. J'aime bien tous ces côtés, de contraste, pouvoir recréer des liens dans des endroits qui ont été un jour sacrés. Mais c'est une présence qui dérange plusieurs collectifs, qui crient à la profanation. Bon, cette église a pourtant été désacralisée il y a longtemps et je sais pas en quoi un artiste multiforme, multi-prisé, qui a reçu énormément de récompenses, serait une profanation. Il me semble plutôt que ce soit une chance. En tout cas, l'artiste n'a pas souhaité réagir. Et tu sais quoi, tu fais bien, faut garder ton énergie pour toi. Mais un rassemblement contre le concert est programmé. Carrément. Un certain nombre de personnes ont décidé de venir prier avec leur chapelet devant l'édifice pour laver les péchés. Ça va encore être un super rendez-vous de mocassins à gland et de larmes crocodiles pour nous dire quoi, les tisonniers sont des vrais mots et Jésus est bien né. Bref, fin de la phrase, j'ai du mal à recréer les discours 10 ou LSD d'hommes qui ont écrit un livre super avec des super twists qui s'appelle La Bible il y a des milliers d'années, mais ma foi un peu perché. En tout cas, ce fait divers, entre guillemets, rappelle le concert d'Édith Préto dans l'église parisienne de Saint-Eustache le 17 juin 2021. Sa performance avait été partagée sur les réseaux sociaux et ces partages avaient été source d'une campagne de haine. Le chanteur avait porté plainte pour cyberharcèlement, un procès historique dans lequel les haters, qui lui avaient quand même envoyé de super messages de on te condamne à mort, avaient tous été condamnés. Lors du procès début novembre 2022, le chanteur de 29 ans était venu témoigner de l'impact dévastateur des quelques 3000 messages qu'il avait ciblés sur les réseaux sociaux. Après ce concert, le tribunal correctionnel a prononcé lundi 12 décembre dernier des peines de prison avec sursis allant de 3 à 6 mois à l'encontre de 11 personnes. Moi, je vais prier de manière laïque pour que Bilal Hassani ne reçoive que des messages positifs et seulement de soutien pour lui dire merci de refaire vivre des lieux oubliés dans lesquels il ne se passe plus grand-chose. Chers auditorices, ici Mao du futur. Je reviens parce que sachez qu'entre l'enregistrement de cette chronique le mardi 4 mars et la publication de cet épisode, c'est avec tristesse que nous précisons que le concert de Bilal Hassani a finalement été annulé. Son producteur a notamment expliqué dans un communiqué, je cite, que à la vue des menaces formulées à l'encontre de Bilal Hassani, il ne pouvait pas laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête devenir un lieu de tension et de malveillance accrue. On envoie évidemment tout notre amour au chanteur.
Après avoir parlé de ce winner, tu vas aussi, toi, mettre à l'honneur quelqu'un, Audrey. Ouais, un peu de good vibes. J'ai baume au cœur dans ce monde de brut, un peu de bonheur. Exactement, merci. Alors, moi, je vais vous parler cette semaine de Pamela Stevenson, qui est membre de la Chambre des représentants du Kentucky, et puis aussi des manifestants et manifestantes qui ont déboulé justement dans cette Chambre des représentants, dans laquelle avait lieu un débat sur le projet de loi 150 du Sénat. Ce projet de loi, c'est l'un des projets de loi anti-trans les plus sévères aux États-Unis. Cette loi, elle prévoit d'interdire tous les soins médicaux permettant d'affirmer son genre pour les personnes trans de moins de 18 ans. Elle veut aussi obliger les médecins à faire détransitionner les mineurs qui sont actuellement en soins. Et en gros, là, sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a tourné qui est assez surréaliste où on voit les manifestants se faire arrêter, escorter avec force et des membres de la galerie, parfois très très jeunes, qui se font menotter en criant Trans Lives Matter, donc les vies trans comptent. Et pendant toutes ces scènes de chaos, il y a une représentante qui s'appelle Pamela Stevenson qui prononce un discours cinglant et que je trouve assez iconique sur les droits humains. T'as tous les gens qui se font arrêter et tu vois donc cette femme au milieu de tout ça avec une voix qui fait vraiment trembler toute la pièce, qui dit: pour commencer, vous avez détesté les noirs, ensuite vous avez détesté les juifs, oui, j'ai vu ça passer. Maintenant vous détestez tout le monde. Donc ma question c'est, quand vous serez les seules personnes qui restent, allez-vous vous détester vous-même? Oui, c'est sûr. Ouais, bah oui, c'est sûr. Puis je pense aussi qu'ils se détestent déjà. Et puis ensuite, elle enchaîne en disant: cette institution est pour le peuple, par le peuple, pour servir le peuple. Et vous allez contre le peuple de cet État. Nous avons créé un environnement de haine et ensuite, nous le regardons comme s'il y avait quelque chose qui clochait chez eux. Ce projet de loi est horrible parce qu'il n'a rien à voir avec le peuple. Quelqu'un va devoir expier. Autrement dit, quelqu'un va devoir être puni. Voilà. Donc rien que cette année, pour rappel, il y a eu plus de 470 projets de loi anti-LGBT qui ont été débattus ou votés aux États-Unis. Entre autres, il y a eu les interdictions d'accès aux WC, les interdictions de pratiques de sport, les interdictions liées au drag show, on en avait parlé, et j'en passe. C'est des lois vraiment dangereuses et haineuses, avec des conséquences dramatiques, notamment sur la santé mentale des personnes trans, pour qui exister dans un monde transphobe, et la dysphorie de genre, c'est un combat quotidien. Et donc, pour aider et pour vous informer, il n'y a pas qu'aux États-Unis, évidemment. Il y a l'ACLU qui traque les lois anti-LGBT aux États-Unis. Pour l'instant, elle en a recensé 449. Et donc, sur la plateforme, on peut choisir un État sur la carte et afficher les différents projets de loi. Et on peut donner de l'argent, signer différentes pétitions en ligne. Donc, je vous recommande d'aller checker ça. On peut aussi apporter son soutien à la Human Rights Campaign. C'est une grande organisation américaine de défense des droits civiques qui œuvre, entre autres, pour l'égalité des personnes LGBT. On peut partager leur contenu et puis on peut aussi soutenir les assos locales ici en France qui œuvrent pour les droits et les vies des personnes trans sur le terrain comme Acceptess, parce que la France c'est pas mieux. Donc voilà, donc c'était un winner mêlé un peu de lose. Est-ce que tu veux continuer sur la lignée de la lose? Oui, je vais continuer sur un loser, mais dont je me réjouis qu'il soit un loser aujourd'hui. C'est Donald Trump qui comparaît devant le tribunal de New York ce mardi 4 avril. Donc enfin, mes enfants, le jour de gloire est arrivé. C'est du jamais vu pour un président des États-Unis d'Amérique. Tellement heureuse que ça tombe sur lui pour la première fois. On en parlait dans l'épisode numéro 9 du 23 mars dernier, que vous pouvez évidemment rattraper sur toutes les plateformes de streaming. Et j'avais décidé, plutôt qu'une rôtisserie, de faire une évangélisation pour Stormy Daniels, une ancienne actrice porno que Trump aurait voulu faire taire en 2016 à propos d'une relation extra-conjugale qu'elle avait eue avec lui alors qu'il était marié à l'époque avec Melania. Rien d'illégal évidemment. En plus, elle avait été payée à l'époque $130,000 par l'avocat personnel de Trump pour se taire. Donc moi je me dis, you go girl, le meilleur pass de ta life. En revanche, c'est là où les États-Unis se mettent dans tous leurs états, c'est que sous serment sur la Bible, Trump a démenti la connaître et lui avoir donné de l'argent. Et mentir là-bas sur la Bible, c'est plus grave que d'attaquer le Capitole. Il encourt 4 ans de prison. Et ça y est, il a enfin été arrêté. Et le fait que ce soit grâce à une femme qui ne s'est pas tue, alors que lui n'a fait que les maltraiter, me paraît être ironique et surtout être une très belle vengeance. Un karma qui commence enfin à tourner. Un arroseur arrosé. Bref. Michael Cohen, l'avocat de Trump, a donc versé cette somme en 2016 avant de se faire rembourser pour annuler toute trace de cette transaction. Mais finalement, lui-même a été inculpé et a fait d'ailleurs un petit peu un temps de prison en 2018 avant de collaborer avec la police, tout comme l'actrice, sur son réseau social qui s'appelle Truth Social. Bref, c'est très drôle comme nom. C'est comme si Adrien Quatennens faisait un livre qui s'appelait Innocent incompris. Donald Trump s'est montré comme une victime de chasse aux sorcières et a appelé tous ses supporters à venir le rejoindre devant la Trump Tower pour le défendre. Alors, sache que j'ai vu des images sur Twitter. Non.
Franchement, mieux. on a vraiment, tu sais, genre un concert délaissé d'une ancienne pop star qui avait pas fait de la très bonne musique dans un centre commercial de Melun. Et je dis pas que c'est chouette pour une pop star délaissée, je dis juste que dans le cas de Trump, j'étais en mode genre franchement trop contente de me dire qu'ils ont la flemme de venir te soutenir. Alors l'idée de Trump, c'est qu'il est victime d'une conspiration, mais en réalité, c'est pas du tout une décision politique, puisque la personne alors qui a commencé à intenter cette arrestation, c'est en effet un procureur qui s'appelle Alvin Bragg, qui est le procureur de Manhattan, mais c'est pas à lui en fait de décider si on l'inculpe ou pas. Cette charge, elle a été donnée à un jury, un grand jury qui est composé de citoyens tirés au hasard, qui ont enquêté, qui ont eu des huis clos de plusieurs heures avec les enquêteurs de la police fédérale avant de voter et en âme et conscience de décider de l'assignation de Trump devant la justice. Lundi dernier, 3 avril, le maire de New York a fait une déclaration demandant aux supporters de Trump, je cite, de se contrôler car leur colère mal placée n'a pas sa place dans les rues de New York. You go, prends tes droits SACD, j'aime bien cette espèce de punchline. Le fils de Trump lui-même est addict aux punchlines puisqu'il considère que cette action de la justice est digne de Pol Pot ou de Mao, littéralement des dictateurs qui ont tué des millions de gens. Bref, on n'est pas à une connerie près. Ce qui est par contre plus étonnant, c'est que tous les soutiens républicains de Trump ont été sans faille. Or, il avait été dit que les républicains souhaitaient eux-mêmes se débarrasser de Trump, qui devenait embarrassant. Alors, je sais pas quelle magouille est en train de se passer, si en interne, il est maintenant jugé qu'il vaut mieux quelqu'un de républicain, quitte à ce que ce soit Trump, que pas de président républicain du tout dans 2 ans. Mais en tout cas, voilà, ils ont tous dit super, on t'aime, bravo Trump. Stormy Daniels, elle a déclaré dans un tweet que personne n'est au-dessus des lois, et elle a célébré cette victoire au champagne. Je suis heureuse avec elle. Par contre, ce qui me fait rire, c'est que dans son tweet, je me dis, ça reste vraiment le pays du capitalisme et du business. Elle dit, merci à tous et à toutes de me soutenir parce que grâce à vous, tous mes produits dérivés sont en grande montée. Et bah, tu sais quoi, t'as raison. Écoute, capitalisme ou pas, faites ça bien, Stormy. J'adore. Quelqu'un, par contre, que l'on ne va pas fêter, célébrer, c'est le ou la loser dont tu vas nous parler, Audrey. Carrément, vraiment. Quelqu'un, par contre, que l'on ne va pas fêter, célébrer, c'est le ou la loser dont tu vas nous parler, Audrey. Carrément, vraiment pas. Je vais vous parler de Valérie Pécresse, la fameuse. Et figure-toi qu'elle veut changer le nom d'un lycée à Saint-Denis qui s'appelle Angela Davis. Donc Angela Davis, pour rappel, c'est une grande figure de l'antiracisme aux États-Unis, une militante noire et communiste. Elle est connue notamment pour avoir écrit Femmes, race et classe ou encore La prison est-elle obsolète. Et en fait, lors d'une commission permanente qui a eu lieu mercredi 29 mars, les débats autour de ce nom se sont soldés par la suspension temporaire du nom de l'établissement qui va peut-être être remplacé par celui de Rosa Parks. Alors pourquoi est-ce que Pécresse a une dent contre Angela Davis au nom de la fameuse laïcité aka le joker des islamophobes en puissance? En fait, elle explique, dans la pensée d'Angela Davis, il y a la conviction que le racisme est une affaire systémique. Et elle dit, peut-être est-ce vrai aux États-Unis, mais en France, c'est faux. Cette thèse, qui est soutenue par des groupes minoritaires, est une attaque en règle contre l'universalisme républicain, le fameux. Et elle évoque aussi les critiques exprimées par Angela Davis envers la laïcité à la française, dans une tribune qu'elle a co-signée en 2021 et dans laquelle elle dénonce la loi sur le port du voile, ou encore la dissolution par Darmanin du collectif contre l'islamophobie en France. Et elle a bien raison d'ailleurs. Et voilà, Pécresse n'est pas contente et veut changer le nom de ce lycée, comme si c'était la seule priorité du moment. Et surtout qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires, de rues, de squares qui portent des noms de personnalités condamnées par l'histoire. Et pour autant, on voit pas Valérie Pécresse sortir sa fourche et son flambeau. Enfin, c'est pas ce qui manque, en tout cas, les établissements scolaires avec des personnalités horribles. Il y a d'ailleurs Télérama qui relève, il y a un lycée à Saint-Cloud qui s'appelait Florent Schmitt, donc un compositeur antisémite. Il y a plein de lycées qui s'appellent Colbert, donc Colbert qui est à l'origine du Code Noir. Pécresse, on l'a pas entendu sur ces sujets-là. Et pour moi, Valérie Pécresse, c'est un petit peu le même genre de personne qui va initier une levée de bouclier contre les déboulonnements des statuts de colons racistes au nom de la préservation de la grande histoire de la France, malgré toutes ces zones d'ombre. Et pourtant, là, bizarrement, il suffit qu'une femme noire défende les personnes voilées pour que on pratique la cancel culture. Donc je trouve ça très étrange, pour ne pas dire autre chose. D'ailleurs, le lycée Angela Davis a d'autres chats à fouetter, j'imagine. Par exemple, le personnel du lycée dénonce justement qu'il n'y a pas assez de personnel. Il y a aussi beaucoup de fuites, manque de matériel, plein de trucs qui vont pas, les toilettes bouchées, etc. Donc Valérie Pécresse a vraiment un drôle de sens des priorités. Donc je ne sais pas si vraiment le nom va changer, mais c'est en bonne voie et c'est très, très regrettable. Merci beaucoup Audrey d'avoir mis la lumière sur ce dernier fait. Évidemment, signé Pécresse. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé
on a une petite idée en effet de qui parler cette semaine. Ce n'est pas une star physique, c'est une star abstraite, c'est l'intelligence artificielle dont on parle partout. Les risques qu'elle peut engendrer pour la démocratie, pour nos cerveaux, pour l'art, et j'en passe. Est-elle une sauveuse? Est-elle un péril? Le truc avec l'intelligence artificielle, c'est juste que jusqu'à maintenant, elle était dans les mains de chercheurs, elle était donc contrôlée. Mais l'intelligence artificielle est maintenant à la disposition de tous et de toutes grâce à la création d'applications développées par des startups comme ChatGPT ou encore Midjourney. Péril humain, sauveur, que penser de l'intelligence artificielle? Elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de sentiments humains, ce qui fait qu'elle peut devenir méchante. Elle n'a pas de sensibilité, elle n'a pas d'empathie. Il y a même par exemple ce cas assez extraordinaire d'un chatbot intelligent appelé Elisa qui serait à l'origine d'un suicide d'un homme en Belgique. Cet homme pris d'éco-anxiété va converser avec Elisa pendant 6 semaines et il lui aurait admis ses tentations suicidaires. Tentations qu'elle a encouragées. Tiens d'ailleurs elle s'appelle Elisa comme par hasard, on l'a pas appelée je sais pas moi Frédéric Becbédé comme intelligence artificielle. Outre des faits divers dystopiques comme celui-ci, l'intelligence artificielle pose des questions dans le monde de l'art, dans le monde de la pop culture et c'est par cet angle qu'on va commencer à aborder ce sujet avec toi Audrey. Oui, je pense que toi aussi t'as vu tous les mèmes de Macron en éboueur en train de ramasser des poubelles dans les rues de Paris ou encore du pape en doudoune stylé. Tout ça c'est des trucs qui ont été faits avec de l'intelligence artificielle et il y a pas mal de personnes qui se méprennent, figure-toi, et qui pensent que voilà, ce sont des vrais clichés parce que c'est de plus en plus dur de différencier le vrai du faux, c'est de plus en plus réaliste et voilà, ça permet de créer des discours politiques. En fait, la technologie qui est derrière tout ça, c'est des intelligences artificielles qui sont nourries de millions d'images et de descriptions et jusqu'à ce qu'elles réussissent à reconnaître en fait de manière assez efficace différents éléments et à produire elles-mêmes des images réalistes. Et bon, quand c'est pour créer voilà des mèmes, des images un peu rocambolesques qui, même si elles sont très réalistes, sont de toute évidence fausses, qu'elles prêtent à sourire ou alors qu'elles cherchent à dénoncer par la satire. Moi, je trouve ça plutôt cool. Mais tu vas peut-être en parler aussi. Il y a des dérives et quand on arrive à peine à distinguer le vrai du faux et que ça engendre des fake news, c'est quand même plus complexe. Il faut voilà avoir la même méfiance en fait avec les images qu'envers les discours. Absolument. Et tu vas peut-être en parler un petit peu. Oui, parce qu'en fait, c'est très difficile de faire la différence. Et ça, on l'a vu avec une expérience qu'a voulu faire un graphiste. C'était il y a déjà 2 mois, à l'issue d'une manifestation contre la réforme des retraites le 7 février dernier, ce mec a décidé de créer, grâce à Midjourney, donc un outil qui crée une image à partir d'une description textuelle, une photo d'une manifestante qui fait un câlin à un CRS pour montrer que c'est le même cœur qui bat partout. D'ailleurs, faisant croire que les liens entre manifestants, manifestantes et policiers se passent bien, ce qui est quand même loin de la réalité. Ça, ouais. Et son but, lui, il était tout à fait ouvert. Il l'a dit, c'était nous avertir sur notre incapacité à recouper une source et notre capacité à embrasser les fake news. Et alors pour l'instant, il y a une anomalie récurrente quand on regarde bien les photos, c'est que souvent un protagoniste a 6 doigts. Ouais. Mais c'est une anomalie qui va vite être corrigée par l'intelligence artificielle. Midjourney, pour l'instant, n'est qu'à sa 5e version. Et en fait, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend de ses erreurs. Pas comme moi. Pas comme mon ex que j'ai recroisé. Le mec est réglo maintenant. Il a 2 téléphones pour être sûr que je ne vais pas qu'il me trompe. Un pouvoir implique de grandes responsabilités, comme dit Batman, et ce pouvoir mis aux mains de personnes malfaisantes, eh bien c'est l'assurance que les complotismes et les populismes vont gagner du terrain idéologique. Alors là, tu vas nous parler d'autres deepfakes dont parlait Numérama par exemple. Oui, j'ai vu un article du coup de Numérama qui parlait des deepfakes et qui disait voilà, ils permettent par exemple de faire tenir à une personnalité politique des propos qu'elle n'a jamais dit, en manipulant les animations de son visage, en modifiant sa voix, en coordonnant le tout pour que le rendu soit criant de réalisme ou en tout cas difficilement repérable à l'œil nu. Oui. Donc ouais, comme on disait, ça peut être utilisé en politique mais aussi voilà, comme peut-être pour d'autres choses pas très rigolotes. Pas très rigolote. Alors parfois justement on peut croire qu'avec naïveté que ça ne s'étendrait pas des sujets très importants, mais il y avait par exemple une série qui a été créée à partir du deepfake qui s'appelle Deepfake Neighbor Wars, un programme télé diffusé par la chaîne britannique ITVX depuis le 26 janvier dernier, qui propose grâce aux techniques de deepfake de mettre en scène de grandes célébrités du moment. Par exemple, on a vu des captures d'écran de cette série où on voit Kim Kardashian être une vulgaire voisine qui s'énerve à cause de ses poubelles. Mais en plus ça pose des questions parce que ces célébrités n'ont jamais donné leur accord pour que leur visage puisse être réutilisé. On peut être fourvoyé de manière totale tout le temps,
tout domaine confondu, pop culture, politique, il y a le P en commun. Et puis porno aussi, un autre P, parce que le deepfake, ça peut être utilisé à l'encontre des femmes pour du revenge porn en fait. Il y a eu plusieurs cas on prend ta photo, on met ta tête sur un porno et puis on dit que c'est toi qui as tourné dedans. Et le pire, c'est que les lois, elles suivent pas vraiment l'évolution de l'intelligence artificielle et elles ne protègent pas. Pour l'instant, il existe des lois qui concernent l'utilisation des deepfakes dans les vidéos porno dans certains États américains, mais c'est tout. Le reste, c'est vraiment une zone grise et il n'y a pas vraiment de loi. Elon Musk, lui, veut faire un moratoire pour comprendre l'impact que va avoir l'intelligence artificielle sur le fait de nous dépasser. Je me dis que si ce mec qui est prêt à envoyer des fusées privées dans l'espace commence à s'inquiéter, je pense juste vraiment qu'on peut s'interroger sur les impacts que peut avoir l'intelligence artificielle sur nous. C'est un peu fourbe parce que l'intelligence artificielle, tu vas nous en parler, peut être aussi utilisée pour se donner bonne conscience par des marques américaines, toujours au service du capitalisme quand même, n'oublions pas. Ouais, il y a eu des marques en fait qui ont récemment eu recours à l'intelligence artificielle pour inclure, je mets 1000 guillemets autour du mot, des mannequins minorisés et c'est ce qu'on appelle en fait la diversité artificielle. Et récemment, il y a eu la marque Levi's, donc la célèbre marque qui fait notamment des jeans, qui a fait un partenariat avec lalaland.ai. Donc c'est une entreprise, ça n'a rien à voir avec le film, c'est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle pour créer des mannequins générés justement par cette intelligence artificielle. Donc parmi les créations, il y a une mannequin qui fait une taille 42 ou encore une autre mannequin noire avec une afro. Ok, cool, mais je me demande vraiment pourquoi ne pas avoir simplement engagé des personnes avec ces caractéristiques. Enfin, c'est pas comme si le but c'était de créer des physiques hors normes ou alors presque pas humains, j'en sais rien moi, un alien vert qui porte un jean Levi's. C'est vraiment des personnes qui existent dans la vie de tous les jours et même dans le marché du mannequinat. Et je trouve que ça fait vraiment tout le contraire de ce que ça veut. Oui. Ils vendent ça comme une façon en fait de rendre la mode plus réaliste, plus inclusive, mais au final ils génèrent des faux mannequins, donc c'est hyper contre-productif. Et je pense qu'on peut pas parler d'inclusivité quand les marques préfèrent utiliser une intelligence artificielle plutôt que d'engager justement ces mannequins marginalisés, minorisés. Enfin, je trouve que c'est déjà assez pourri de jouer le jeu de la représentation en surface sans se poser vraiment les vraies questions. Mais là, ça l'est encore plus quand les personnes qu'on est censé représenter et inclure sont littéralement pas incluses. Et je trouve que c'est aussi une excuse de plus pour pas engager ces personnes-là. Et pour parler un petit peu d'un angle un peu artistique, moi j'ai moi-même testé l'intelligence artificielle dont tu parlais tout à l'heure, Midjourney. En fait, c'est une intelligence artificielle qui génère plein d'images, vraiment toutes les images imaginables avec de simples mots-clés. C'est accessible via Discord. Discord, c'est un logiciel de messagerie instantanée et donc ça peut être utilisé pour générer des images ou des vidéos basées sur un ensemble de paramètres que tu fournis toi-même. Ça peut également être utilisé pour créer des œuvres d'art en imitant le style d'un artiste ou d'un mouvement artistique particulier. Tu peux arriver à des résultats super précis. Tu peux générer des photos en HD, des peintures, des logos, des illustrations, enfin vraiment tout. Ouais. En plus, moi je pensais que c'était vraiment le seul truc de notre humanité qui a été caractéristique de nous, c'était notre propension à faire de l'art. Et ben non. Même moi en tant qu'humoriste, je m'interroge grave, je suis en mode, peut-être que dans 3 ans je vais servir à rien parce que tu vas demander à l'intelligence artificielle de pouvoir faire des blagues, elles seront mieux que les nôtres. Peut-être que Van Gogh ne pourrait pas exister aujourd'hui. Mais vraiment, en fait, j'étais assez choquée parce que plus tu rajoutes des mots-clés précis sur les couleurs, les lumières, les éléments et même des procédés de création, plus c'est troublant de réalisme. Par exemple, si je tape Valérie Pécresse à l'Assemblée nationale debout derrière son pupitre qui défend les droits des personnes minorisées et qui fait preuve de logique et d'humanité, c'est trop chaud. Ça va me créer une image qui factuellement est vraiment de l'ordre de la chimère, mais qui visuellement va être réaliste et je l'ai moi-même testé. Et donc ça a ses avantages. Parce que c'est beau ce que t'as fait. Enfin, ça interroge même ce qu'est l'art. On a toujours interrogé quand tu sais le mec avait mis par exemple une pissotière dans ça, c'est de l'art. Oui, ça interroge l'art. Alors après c'est très réaliste et en fait plus tu es précis dans ce que tu mets, plus ça peut être proche de ce que tu pourrais produire toi-même si tu es un ou une artiste. Et ça a ses avantages parce que c'est accessible, c'est facile à publier, c'est facile à vendre, ça peut générer de l'art très très rapidement en 30 secondes même pas. Tu peux créer n'importe quoi et surtout ça peut être créé par n'importe qui, même si tu n'as pas de capacité artistique et aussi même si tu n'as pas le matériel en fait pour créer. Donc ça c'est les points positifs, mais ça pose aussi plusieurs questions je trouve en termes d'éthique, genre en art, est-ce qu'on peut vraiment parler de création et d'art avec une intelligence artificielle, surtout que l'intelligence artificielle elle se base sur des créations d'artistes qui n'ont même pas consenti à ce que leurs œuvres soient utilisées, manipulées, transformées et on peut carrément d'ailleurs uploader des images déjà existantes sur laquelle
l'intelligence artificielle peut s'appuyer pour créer des contenus inspirés de ces images. C'est là où tu vois, je trouve que même ça devient un peu de la triche. Je trouve que c'est pas juste. Tu vois, moi, si j'ai un pote qui a fait les Beaux-Arts de Cergy, qui a passé des années à apprendre comment est-ce qu'on faisait une ombre à la craie, oui, je trouve ça pas juste pour cette personne que quelqu'un puisse le faire en 2 temps 3 mouvements sans avoir développé ce talent ou avoir fait une tentative de création, et de créativité. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi. Il y a des personnes qui pensent que l'art généré par l'intelligence artificielle, c'est pas vraiment de l'art parce que c'est créé par une machine. Ça manque d'émotion aussi parce que c'est très réaliste, mais ça reste une image produite par une machine. Et il y en a d'autres qui pensent quand même que c'est vraiment de l'art parce que ça nécessite quand même une intervention humaine. Dans le fait de bien décrire. Bien décrire et puis imaginer ce que tu veux créer. Voilà. Enfin, quoi qu'on en pense, en tout cas, il y a des artistes qui utilisent les intelligences artificielles et qui sont autorisés à les vendre. C'est légalement autorisé. Et il y en a même qui ont vendu des œuvres, donc des NFT, notamment pour des millions de dollars. Le fait, en tout cas, de remplacer la main de l'artiste par une intelligence artificielle, je pense qu'il faut du coup s'interroger philosophiquement en tant qu'humanité sur ce que c'est que le progrès. C'est un mot qui est plutôt amélioratif et qui amène à ce qu'on puisse mieux se débrouiller, mais ça peut aussi mener à notre perte. Là, on parlait du fait de remplacer la main de l'artiste ou la voix d'un chanteur, le jeu d'une actrice ou la plume d'un humoriste. Mais surtout, le problème, c'est qu'il y a un moment où l'outil, la machine, nous a permis de nous économiser physiquement et de pouvoir générer de l'argent et du profit en rattrapant le temps. Ça a commencé avec le marteau. Après, il y a eu la voiture, le train, le tracteur, et de faire une partie du travail à notre place. Mais si une machine pense et crée pour nous, même en termes d'évolution humaine, est-ce qu'on va encore avoir un cerveau ? Je veux dire, le cerveau va nécessairement maigrir. Si tu fais moins travailler ton cerveau, et de manière cognitive, il fonctionne moins bien. Moi, je le vois l'été, je bois des spritz, je deviens super conne, Mais au moins, à ce moment-là, c'est moi qui fais mes propres mails, ne serait-ce que ça. Ça me rattache à la réalité. Et l'évolution physique de l'humain, tu sais, on avait une queue à la base qu'on a perdue au bout du dos. On sait que notre 5e orteil est voué à disparaître parce qu'il ne nous est plus d'aucune utilité. Peut-être qu'un jour, notre cerveau va être d'aucune utilité. Et on s'en remettra tout à fait aux machines. Et oui, on va devenir les slaves des machines. Est-ce que ça veut dire que c'est mal ? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des machines qui vont essayer d'arrêter le réchauffement climatique et de prendre les bonnes décisions pour que la Terre reste vivable. Après, on deviendra des légumes. Je te dis pas que notre existence aura encore un sens. Parfois, moi, j'ai souvent eu même le sentiment que l'art était le seul sens de l'existence. Enfin bref, moins le cerveau s'exerce, moins on va pouvoir prendre des décisions, plus les machines vont les prendre à notre place. Je sais que même lire, par exemple, c'est une habitude qui se perd. Et je le dis pas du tout de manière morale. Moi, je suis la première. Là, je me suis remise à lire depuis 1 mois. Et j'étais en péril. Ça faisait moins 6 mois que j'avais pas ouvert un bouquin, j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à le faire. J'ai sincèrement peur pour mon cervelet et mon hippocampe. Après, peut-être que mon destin, c'était de devenir conne. Il y a des haters qui disent déjà que je le suis, alors why not ? L'imagination, c'est dommage, elle se limite, et l'imagination de l'IA, elle se limite à rien. Même en auto-entrepreneuriat. Il y a Bruno Le Maire, sinon, notre ministre de l'économie, qui a été longtemps à la plume de Jacques Chirac. Je veux dire, c'était son métier. C'est par cette porte-là que ce mec est rentré dans la politique. Pas à moi de juger si c'était bien ou pas qu'il y soit rentré. Évidemment, à moi de juger que c'était mal. Enfin bon, il a demandé à ChatGPT de faire un discours en 5 minutes à l'intelligence artificielle. Et il a admis que la structure et la qualité étaient bluffantes. Ça veut aussi dire que des métiers vont être voués à disparaître et qui vont amener des chômages. Et il y a des filières de formation qui vont être vaines, comme des filières d'écriture, comme le journalisme, absolument. Mais maintenant, les robots s'emparent des métiers à col blanc. Alors, c'est vrai que d'un coup, on s'insurge beaucoup plus et on y pense beaucoup plus. Mais après, tant mieux. De manière générale, le débat doit vivre sur ce sujet, il est trop important. Moi, ça me terrifie personnellement. Déjà, oui, moi, je suis un peu terrifiée. J'ai peur des robots. Depuis qu'on a commencé le sujet il y a 20 minutes, je suis grave genre... Contrôle, ça prend le contrôle. J'ai également testé une autre intelligence artificielle dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps, qui s'appelle Palm Eyes. Et en fait, c'est un moteur de recherche de visage en ligne qui passe par Internet pour trouver des images contenant des visages donnés. Des visages existants, donc de vraies personnes. Oui, tout à fait. Donc en gros, ça utilise des technologies de recherche de reconnaissance faciale et ça effectue une simple recherche d'images inversées. En gros, tu télécharges une ou plusieurs photos de toi dans la plateforme et ça trouve tous les endroits sur Internet où il y a ta tête. Oui, j'ai vu un TikTok passer là-dessus. Ouais. Parce qu'il y a un mec qui regardait et se voyait en manif. Moi, par exemple, j'ai découvert une photo de moi lors d'une soirée avec une ancienne personne que je fréquentais. Non. Voilà, si. Et j'ai d'autres amis qui ont découvert des photos d'elle et d'eux dont elles ignoraient complètement l'existence, complètement éméchées à des soirées dont elles se souviennent à peine. Et oui, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vu un mec sur TikTok qui découvrait une photo de lui en manif. Et ça peut être très dangereux parce que quand on sait qu'il y a des factions fascistes qui vont faire de la frappe aux manifestants, s'ils décident de retrouver telle personne, je crois qu'à l'université de Montpellier, il y a plusieurs militants antifascistes qui ont été attaqués par des groupes d'extrême droite. Oui. Du coup, ces personnes mal intentionnées vont pouvoir trouver
identifier des victimes beaucoup plus rapidement. Oui, justement, le site dit que c'est un excellent outil pour vérifier la violation du droit d'auteur, et c'est aussi un excellent outil de flicage glauque, parce que n'importe qui peut faire la recherche avec votre photo pour découvrir vos clichés les plus honteux. Et je pense notamment maman le fait jamais. aux employeurs avant d'employer quelqu'un, ou même à la police, parce qu'on parlait de manifestation. La police va absolument le faire. Et puis tu te rends compte quand même que t'as pas du tout le contrôle de ton image quand tu vois qu'il y a des photos de toi qui circulent et dont tu ignores l'existence, quoi. Après, c'était un risque qu'on connaissait tous et toutes quand on s'est inscrit sur Facebook. C'est sûr. Mais là, c'est vraiment très concret. Et là, on commence, on en paie concrètement 10 ans après le prix. En fait, nos données sont évidemment inestimables. On va conclure sur un dernier truc assez flippant que peut faire l'intelligence artificielle. Et on va aussi conclure quand même sur les possibilités de régulation qui existent et les différentes voies ouvertes pour solutionner ce problème. Grâce à ChatGPT, il est aussi possible que chacun et chacune devienne un criminel. Je m'explique. Ça peut devenir un guide de la criminalité pour les nuls, avec des tutos que tu peux trouver et que tu peux demander à l'intelligence artificielle, par exemple, comment fabriquer une bombe, comment apprendre à arnaquer les gens. En termes de cyber-arnaque, ça ouvre un champ des possibles inouï, parce que l'application peut produire des faux courriers émanant de la poste ou de ta banque avec le même discours, parce que du coup, elle a les données de la façon dont cette application te parle. Et alors là, c'est plus vrai que nature. Ça me fait penser à un truc aussi que j'ai vu sur TikTok, où justement, en parlant d'arnaque, il y a une intelligence artificielle qui capte... alors, je sais pas, il y avait des gens qui disaient que c'est quand, tu sais, t'as des faux numéros qui t'appellent et puis tu réponds et ça capte ta voix. Putain. Et ensuite, en fait, ça appelle tes proches et ça imite ta voix. C'est comme si tu recevais un appel de ta mère en détresse, en mode « j'ai besoin d'argent, aide-moi », mais vraiment avec sa voix. Ça sert à arnaquer les gens, tout simplement. Donc, c'est effrayant. Je suis absolument d'accord. Ça ouvre aussi toutes les portes des cyberattaques, parce que tu peux demander à l'intelligence artificielle de te créer un virus que tu peux envoyer à quelqu'un dont tu as envie de te venger. Ou, disons, un très bon hacker peut du coup trouver des manières d'avoir des virus encore plus performants. En fait, n'importe qui peut avoir des techniques qui s'apprenaient avant, qui n'étaient pas dans les mains de tout le monde. Si tu veux piéger ton voisin, si tu veux être une mauvaise personne. Et moi, je dis pas que j'ai les meilleurs espoirs sur le fait que les humains sont des belles personnes. En plus, le succès de l'application ChatGPT, ils sont immenses. Ils ont acquis 12 millions d'inscrits quand Instagram, lors de ses premiers mois, avait mis 18 mois pour atteindre ce nombre d'abonnés. Bon, alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Le fait qu'Elon Musk demande un moratoire, je déteste mettre de l'espoir dans cette personne, mais j'espère que ça pourrait permettre de limiter la créature qu'on a nous-mêmes enfanter, de pousser à des réflexions de société et poser des bornes éthiques et étatiques peut-être à l'intelligence artificielle, en tout cas sous couvert de protection des données. Il y a maintenant plusieurs instances qui ont demandé à interdire l'utilisation de ChatGPT, comme la ville de Montpellier, ou des entreprises comme Goldman Sachs qui interdit son utilisation, évidemment pour éviter de l'espionnage et pour éviter le fait de divulguer trop de données personnelles. Il y a un État, l'Italie, qui lui, de manière immédiate, a demandé l'interdiction de ChatGPT. La raison invoquée est le fait que la limite d'âge de 18 ans, la majorité ne peut pas être demandée de manière certifiée aux utilisateurs et aux utilisatrices. Et si une entreprise venait à utiliser l'application, une amende pourrait aller jusqu'à 20 millions d'euros. On attend de voir en France ce que la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, va donner comme instruction et comme orientation. Faut encadrer tout ça, quoi, pour nous protéger, mais bon. Je pense honnêtement qu'il faut se protéger. Et d'ailleurs, quand sur Insta, il y a quelques mois, tout le monde avait commencé à faire des faux portraits d'eux, un peu claqués au sol. En plus, je me méfiais. J'aime pas avoir le côté réac, mais je suis en mode genre, je pense que c'est une bonne idée. Franchement, 2 mois après, je suis en mode genre, oh my god. Surtout, j'ai peur. Je pense qu'on va tous et toutes se faire arnaquer un jour maintenant. Comment veux-tu qu'on contourne la voix de ta daronne ? Après, oui, j'ai vu justement des gens qui disaient qu'ils avaient carrément imaginé un safe word entre proches pour être sûr que voilà, c'est pas ta daronne qui te demande 1000 € en urgence. Voilà, on en est là. En tout cas, safe word, faites attention si vous décidez de télécharger une de ces applications et soyez informés sur les risques qui peuvent en émaner. Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. C'est l'heure de la rôtisserie, les amours. Il est temps de passer au grill si vous avez été vilain ou vilaine. Ouh là là, j'irai brûler en enfer avec vous aussi, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique. Alors c'est pratique pour cette chronique parce qu'il suffit parfois de faire une espèce de roue de la fortune. De quel a été le dernier mec cis blanc de plus de 50 ans un peu problématique ? Cette fois-ci, d'après toi Audrey, est-ce Denis Brognard, Vincent Cassel ou Frédéric Becbédé ? Je sais pas, Frédéric. Bravo d'avoir écouté en réunion, juste avant qu'on rentre en podcast. Écoutez, Frédéric Becbédé revient avec un nouveau livre nommé Confessions d'un hétérosexuel légèrement
vraiment dépassé, où il veut se confesser littéralement à la manière de Fitzgerald, dit-il, car il recherche l'absolution, le fait d'être lavé de ses péchés, ce qui d'ailleurs est une forme d'aveu. Pour une fois, je suis d'accord avec toi Frédéric, tu as péché, par orgueil, par privilège, tu t'es laissé dépasser par ton époque au point de devenir aigre. Livre dans lequel il raconte sa difficulté à quitter les nuits parisiennes pour la campagne. Quel combat! Ça c'est vraiment un parcours migratoire de privilégiés. Du 6e arrondissement à une banlieue difficile de la région parisienne, Neuilly-sur-Seine, itinéraire d'un poète maudit et coquet. En tout cas, il y a quand même un truc qu'on peut reconnaître à Frédéric Beigbeder, c'est que dans ce livre, il fait son autocritique. Il se décrit comme mégalomane, obsédé sexuel. Il n'a donc pas complètement perdu la raison. Hâte de livrer ma propre confession où j'admettrai enfin ma passion pour Affida Turner et mon envie très étrange de vouloir manger des paillettes. Je veux pas qu'on en parle, je dis juste que c'est un truc qui existe. Alors il est en pleine promo. Du coup, c'est l'occasion de s'éclater un peu parce que moi, il faut comprendre que le mec me divertit à ce niveau de déconnexion. Invité dans l'émission de Sonia De Villers sur France Inter, il déclare que 15 ans avant MeToo, il a signé des livres avant-gardistes, prenant la défense des femmes, dénonçant la destruction de l'environnement par le capitalisme. Et il se demande, mais très sincèrement, mais pourquoi Sonia, j'ai toujours pas reçu une médaille de combattant de la première heure? Et pourquoi le lendemain de sa mort, il ne sera pas aux côtés d'Annie Ernaux au Panthéon? Alors, je sais pas, moi aussi je pose des questions. Audrey, pourquoi ne serais-je pas panthéonisée depuis le jour où j'ai dit le mal c'est mal en 6e? Pourquoi tant d'injustice? Je suis vraiment persécutée. Et alors, on n'est pas à une contradiction près parce que Sonia De Villers relève quand même le fait que l'écrivain a toujours chié sur le travail de la prix Nobel de littérature. Il a notamment dit, mais on se demande si son écriture n'est pas creuse ou plate. Les physiciens s'interrogent. Il l'adore, il la hait, c'est très compliqué à suivre. Frédéric Beigbeder explique alors, non, c'est pas ça. C'est que moi je veux la mettre en rivalité avec une autre autrice qui s'appelle Virginie Despentes, qui est féministe, mais elle au moins elle veut réconcilier les hommes et les femmes. Ok, très bien. Pour lui, Annie Ernaux serait trop vengeresse. Je sais pas quoi dire. Moi, le niveau de blague est trop haut. Je ne peux pas surpasser ça. En tout cas, il a décidé de montrer à quel point il était ouvert. Dans un article récent du journal Le Point, il a une entrevue avec Sandrine Rousseau et discute de leur point de vue irréconciliable. Et j'ai vraiment l'impression, qu'il est là avec son jean et sa petite cravate toute fine à faire. Mais je suis cool, enfin. Une journaliste, Bénédicte Martin, a parlé sur Twitter. C'est d'ailleurs une victime aussi de Patrick Poivre d'Arvor pour dénoncer l'hypocrisie de l'auteur. Lorsqu'il était son éditeur, il lui avait proposé à une table de café à Saint-Germain-des-Prés plusieurs liasses de billets pour qu'il l'embrasse. Mais enfin, c'est un combattant de la première heure du féminisme, on vous dit. Après les Césars en 2020, il avait traité Foresti de pitoyable et d'écœurante pour ne pas être revenu sur scène pour saluer Polanski qui avait reçu un prix. Wow. Mais enfin, je te dis qu'il mérite d'être au Panthéon avec Annie Ernaux qui, elle, ferait à mon avis que se retourner pour essayer de le gifler. Il a aussi été un des soutiens toujours de Matzneff. En 2013, il était jury du prix Renaudot et il a donné ce prix pour soutenir son ami qui commençait à être dans la tempête du fait d'être un pédocriminel et il n'aurait pas voulu qu'il sombre, alors il l'a aidé. En 1995, il y a d'ailleurs une archive filmée par Ardisson dans son émission d'avant qui s'appelait Paris Dernière, où on les voit, Matzneff et lui attablés rieurs en train de plaisanter sur le fait que Matzneff va après partir de la table pour avoir des relations sexuelles avec une gamine de 12 ans. Je comprends pas l'humour quand il est mal fait. Il est aussi signataire avec Zemmour et d'autres mascus d'une tribune qui s'appelle Touche pas à ma pute dans un grand journal sincèrement sympa, Causeur. Je pense que là ça parle de soi-même aussi. En tout cas, les paroles et l'autofiction, c'est bien beau, mais les actes et les frasques parlent d'elles-mêmes. On dirait un type en phase maniaque dans un monde illusoire, ce qui n'est pas grave. Je dis juste qu'il y a des médicaments qui existent. C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco Intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées et j'ai chiné les dernières sorties de bouquins. Puis j'ai même passé en revue les listes des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors, cette semaine, je vais vous parler de musique et je vais vous parler de l'artiste Sophie Solivo. Sophie, S-O-P-H-Y-E. Oui, ça s'appelle comme ça. Elle est chanteuse, elle est harpiste guadeloupéenne et elle est chef de chœur de la chorale afroféministe Maré Mananga, dont je fais partie, et elle a lancé une campagne de crowdfunding pour financer son EP de 5 titres sur Ulule. Alors, je vais vous parler d'elle parce que déjà, elle joue de la harpe et je trouve ça assez extraordinaire pour être souligné. Et en fait, elle fait de la soul, une soul qui, je trouve, transperce vraiment le cœur, transporte, et elle dit s'inspirer de D'Angelo, Alicia Keys, Angie Stone ou encore de Erykah Badu, et je trouve qu'elle sonne un peu comme une Alice Coltrane moderne et très rieuse. Elle décrit plutôt bien son univers, elle dit que l'EP
née de l'envie de détourner la harpe que je pratique depuis 16 ans, de l'amener en territoire R&B, gospel et soul. Et elle le fait plutôt bien, enfin même très très bien. Sa musique parle de la relation à l'autre, de vertige existentiel, celui du va-et-vient étourdissant entre l'angoisse de la solitude, la peur d'être étouffé et le besoin maladif d'entrer en fusion. Ce sont ses mots. Et je trouve vraiment qu'elle a une aura de dingue. Vraiment une aura qui te prend pendant tout le concert et qui te retourne pendant très très longtemps. Elle a une présence scénique incroyable. Elle fait toujours aussi participer son public. C'est, je pense, aussi là la chef de chœur qui ressort. Elle fait des jeux de son, d'harmonie, de percussion avec le public. Et c'est toujours une immense expérience et un moment hyper précieux. C'est presque spirituel, assez transcendant. Et ça rappelle beaucoup l'énergie du gospel. Voilà, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Elle a une voix vraiment prenante. Te sort vraiment des notes de fou avec une facilité déconcertante. Enfin, en tout cas, ça en a l'air. Et je vous invite à regarder la vidéo sur la plateforme de crowdfunding Ulule, qui reprend beaucoup mieux que moi tout son parcours et qui a été filmée par Adeline Rapon. Et elle a aussi fait plusieurs apparitions dans la pièce de théâtre dont je vous avais déjà parlé. Carte noire nommée Désir, de Rebecca Chaillon. C'est un de mes plus grands regrets de ne pas avoir pu voir cette version-là de la performance avec Sophie Solivo, qui joue de la harpe, qui chante et qui fait aussi de la comédie. Et voilà, donc c'est très important pour moi de la soutenir et de soutenir des artistes émergents. Sur la plateforme Ulule, le cap des 100% du financement de son premier EP, il a été atteint, donc cool. Trop bien. Ouais, je suis hyper content pour elle. Mais continuez de la soutenir parce qu'il y a toujours besoin en tant qu'artiste d'être soutenu. La fin du crowdfunding, c'est le 11 avril prochain. La sortie de l'EP aura lieu à l'automne, si tout va bien. Et puis elle joue le 9 avril prochain au Festival Banlieue Bleue à Stein, aux côtés du batteur de jazz Arnaud Dolmen. Donc voilà, allez soutenir Sophie Solivo, suivez-la sur les réseaux et écoutez sa belle voix. Merci beaucoup Audrey pour cette reco. Il est l'heure de se dire au revoir. Alors on va pouvoir conclure une conclusion qui n'a pas été écrite par une intelligence artificielle, puisque je vais me permettre une blague comme Audrey tire sur mon doigt. Lol, même l'intelligence artificielle ne serait pas tombée si bas. Vous voyez qu'on peut réussir à débusquer lorsque l'authenticité est encore là. En tout cas, allez découvrir et soutenir la musique de Sophie Solivo. Allez acheter le dernier livre de Bec BD. On ne sait jamais s'il y a un nouveau confinement et qu'une pénurie de PQ arrive, ça peut toujours servir. En tout cas, on vous aime et on vous décerne des médailles et on vous panthéonise par la pensée, car vous êtes des queens et des kings, n'en doutez pas. Belle journée. Au revoir Audrey. Bye. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Mao Drama et Audrey Coupé de Kermadec, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Cassandra de Carvalho.